Je pense qu'un SEO qui à un moment donné est juste sorti de sa bulle et constate dans d'autres sphères, que ce soit dans le media buy ou de manière plus générale des gens qui sont plus orientés marketing, quand ils constatent avec le peu de trafic qu'ils ont, les chiffres qu'ils font, en règle générale, il y a un déclic qui se produit, tu vois. Alors, il peut y avoir un peu de mépris au début, tu vois, un peu défensif, en mode c'est un vendeur de tapis. Mais si tu vas un petit peu plus loin et que tu es honnête avec toi-même, juste tu te rends compte que t'es un mauvais vendeur. Enfin, t'es un mauvais vendeur, tu ne donnes pas envie. Et puis de toute façon, il n'y a pas que donner envie, c'est qu'il faut se rappeler au bon souvenir des gens. Enfin, quelqu'un que tu ne sollicites pas plusieurs fois, c'est rare de toute façon qu'il vienne acheter chez toi. Salut à tous, bienvenue dans le podcast des makers. Aujourd'hui, on reçoit mon salaire en slip, Frédéric Zibet, mais bien connu pour mon salaire en slip. Comment ça va? Ça va pas mal, je te remercie. Salut à tous. T'es où en ce moment? À Chiang Mai, en Thaïlande. Chiang Mai. Il me semble que tu y allais il y a quelques années, c'est ça? 2 ans, 3 ans? Ça va faire 3 ans, ouais. Après, on n'a pas trop bougé, tu vois. On n'est pas des digital. Enfin, quand je dis on, c'est parce que j'ai ma femme et mon fils. On n'est pas trop digital nomade dans l'âme. C'est-à-dire que bon, on s'est positionné sur Chiang Mai. On reste à Chiang Mai, tu vois. Donc voilà, Chiang Mai depuis 3 ans, ouais. C'est un bel endroit de Chiang Mai. C'est vrai que j'en ai parlé souvent sur le côté communauté SEO. Pour moi, c'est une des plus grosses mondiales quasi, surtout en international. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que fondamentalement, justement, j'avais vu passer tes tweets où tu avais dit, bon, c'est la communauté, enfin, c'est la capitale des digital nomades. Du coup, je me suis dit, merde, ils sont où? Tu vois, et du coup, je me suis mis à chercher. Et fondamentalement, alors peut-être pour les Américains, les Français, tu vois, en tout cas pour tout ce qui est SEO, tu vois, si je fais le tour des gens que je connais, j'en connais 3-4. Mais des francophones sur Chiang Mai qui font du SEO, pas tant que ça. Voilà. Après, il y a des apéros quand même toutes les semaines, mais ça va plutôt être des Américains. Voilà. C'est vrai qu'il y a Matt Diggity, je crois, qui a ramené, enfin, qui est un peu la figure du côté de Chiang Mai. Et t'avais, en français, Simon, qui est Simon Legouche, ouais. qui est là-bas. Ouais. Ouais. Et du coup, lui avait ramené pas mal de personnes, ce qui recrutait à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais après, c'est vrai que moi, j'étais allé pour le Chiang Mai SEO conférence, donc c'était blindé de SEO forcément. Et il y avait pas mal de Français qui étaient là-bas. Donc voilà, écoute, bel endroit, Chiang Mai, au pied des montagnes thaïlandaises. Bien ouais, cool. C'est sympa. Je vais te laisser te présenter un peu parce que mon salaire en slip, le nom est plutôt bien connu. La personne derrière est très connue pour tous tes partages que tu as fait, notamment techniques et ta formation que tu as eu pendant longtemps. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Alors, compliqué l'exercice. Donc, en gros, donc c'est Fred de mon salaire en slip. Donc il y a un blog qui s'appelle monsalaireenslip.fr où l'idée c'était de montrer aux gens comment lancer un petit business en dropshipping ou en affiliation en faisant du SEO. Et le côté en slip, c'était pour pour signifier qu'il n'y avait pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour tirer son épingle du jeu. Voilà, donc j'ai fait un petit blog sur le SEO. Ça remonte à il y a longtemps, en 2014, le moment où je l'ai lancé. Et voilà, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui parlait de ces techniques finalement, ou de manière assez sporadique et détachée du business en ligne. Et voilà, ça a fait son petit chemin. Gentiment, on fait une belle communauté, ça a duré pas mal d'années. Voilà, j'avais un petit accent. Je parlais de SEO, mais à la fois je voulais pas tomber dans les poncifs. C'est-à-dire que même quand je disais des choses assez simples, j'ai essayé de rattacher ça à quelque chose de malin et d'activable par rapport à l'argent. L'idée c'était quand même de faire du SEO pour gagner de l'argent et pas faire du SEO pour faire du SEO, parce que c'est un vrai problème aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez pour moi en France. Je sais que tu as parlé il y a pas longtemps dans une conférence du syndrome du SEO pauvre. C'était dans la House of Business et je pense que ça relie un peu à ce que tu dis. C'est vrai qu'on parle souvent de SEO très technique, en France en tout cas, et rarement du business lié au SEO en fait. Et toi, c'est quoi ton avis là-dessus?
Bah, en fait, tu vois, pour moi, les meilleurs SEO, et qu'on peut, enfin, en tout cas, qui ont de la visibilité, qu'on peut par exemple retrouver sur Twitter, c'est vraiment les meilleurs, en fait, certainement dans leur domaine, meilleurs que moi, meilleurs enfin, que beaucoup de gens. Mais c'est pas pour autant que c'est des gens qui vont réussir à lancer un business ou à faire de l'argent. C'est des excellents prestataires, pour certains, parce que la passion, comment dire, quelqu'un de très intéressant n'est pas forcément un bon prestataire non plus, en fait. Voilà. Et surtout le SEO. Le SEO aime bien s'entendre parler, aime bien dévoiler ses astuces, mais derrière, c'est souvent un mauvais exécutant. Donc, attends, pourquoi je m'égare comme ça là-dessus? Pourquoi voilà, voilà, la technique et le talent dans la technique, et aimer trouver des tips et des trucs et astuces, ça ne veut pas pour autant dire qu'on sait monétiser son audience. Il y a vraiment et moi j'ai été longtemps comme ça, et donc il y a vraiment un fossé ou un gouffre qui sépare le technicien du mec qui va réussir à allier la technique et le ROI. Et pourquoi je pense que c'est un peu compliqué pour un SEO d'arriver à devenir un vendeur de tapis, c'est parce que le SEO intrinsèquement, enfin, quand je dis vendeur de tapis, c'est pas forcément péjoratif en fait. Le SEO intrinsèquement n'aime pas vendre. C'est quelqu'un qui aime bien être derrière son écran, qui aime bien parler à un algorithme, qui est un petit peu ce que j'appelle un développeur raté, quoi. C'est-à-dire que fondamentalement, on a toutes les tares du développeur, mais on a quand même ce petit côté un petit peu compète où on aime bien ranker sur Google, mais ça va pas au-delà en fait. Et le nombre de sites que j'ai fait grimper et avec lesquels, sur papier, c'était comment dire, c'était techniquement beau, ça permettait de briller aux yeux de la communauté, mais derrière, ça rapporte pas une thune. Donc voilà, il faut distinguer finalement la technique du gain. C'est vraiment important pour moi, et surtout en ayant lancé des formations et en ayant côtoyé des gens qui techniquement étaient assez bidons. Assez rapidement, ils ont rattrapé le seuil minimum de la technique, et derrière, par contre, ils ont déroulé, et c'était des vendeurs plus que des SEO, et ils faisaient des chiffres en étant techniquement moins bons, bien plus importants que ce que moi j'aurais pu faire en ayant une approche technique qui... Voilà. C'est vrai que si tu reprends un peu les personnes connues dans le SEO en France, c'est souvent connu par des techniques, mais rarement par le fait qu'ils aient créé un business qui soit ultra rentable ou créer un site qui génère énormément d'argent, etc. Si tu prends vraiment toutes les personnes connues dans le SEO, tu vois, juste Twitter par exemple, c'est souvent connu pour une technique qui a été partagée, que ce soit du maillage interne, une technique de backlink, une technique Black Hat, mais c'est rarement par rapport aux chiffres que ça a généré. Et du coup, c'est vrai que je te rejoins pas mal là-dessus. Et toi, ton éducation SEO et plus ou moins Black Hat, elle est venue d'où? Principalement en France ou de l'étranger? Alors, si tu veux, moi et l'anglais, ça faisait 3, maintenant ça fait 2, donc ouais, je suis resté sur les Français. Moi, honnêtement, je dois énormément à Paul Sanchez, hein, en 2012. C'est pas compliqué quand je suis sorti de la formation avec ce mec. C'était pas tant pour tout ce qu'il m'a appris, mais il m'a débloqué de ouf en fait. C'est-à-dire que tout ce que je savais déjà plus ou moins en allant sur Code SEO à l'époque, m'a montré qu'en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic où le mec m'a montré qu'en fait, juste en fait, si tu applique ce que tu sais, tu verras, ça fonctionnera. Et voilà, je dois énormément à cette personne-là pour la partie SEO. Il a tout débloqué. Voilà, tu vois, en fait, il a commencé à me faire le pont entre, tu vois, avec voilà, savoir c'est bien, à faire c'est mieux, et faire et savoir c'est encore mieux. Le mec m'a vraiment déverrouillé. Je suis sorti de sa formation. Alors c'était en présentiel, hein, c'était en one-to-one à l'époque, 2012. Je suis sorti de sa formation, j'ai réussi à me positionner sur le mot-clé mutuel, tu vois, au singulier. À l'époque, ça voulait dire quelque chose. Premier, donc sur mutuel. Et je sais pas, j'étais arrivé dans une phase où je m'étais dit, putain de merde, je peux faire monter n'importe quoi. Parce que mutuel, bon, enfin, finalement, c'était quand même c'était assez concurrentiel. Quand même, c'est un gros mot-clé quand même. Un gros mot-clé. Et donc, et là, je me suis dit, bon, ok, je peux faire monter n'importe quoi. En plus, à l'époque, c'était à base de spam blog, spam comment, spam forum. Tu vois, il n'y avait pas d'histoire d'achat de liens, etc. Et je me suis dit, putain, je peux faire monter n'importe quoi.
Et je me suis retrouvé dans la situation où, en fait, je me suis vite retrouvé comme un con, à pas savoir quoi faire monter. Je pouvais faire monter n'importe quoi, mais je savais pas comment faire d'argent. Donc, tu vois, je me suis retrouvé à nouveau devant un mur. Bon, même si après, ça m'a permis de bien gagner ma vie, hein, de me lancer en tant qu'indépendant, mais c'est pas le moment où j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent. Voilà, je savais comment faire ranker des sites internet. Est-ce que l'histoire, alors je sais plus, il me semble que c'est toi hein, qui était allé à SEO High Level. Tu étais allé pour une entreprise à la base. Tu bossais avec quelqu'un, c'est ça? Alors, SEO High Level, j'étais déjà plus dans l'entreprise. Non. Ok, non, il me semblait alors. Fausse histoire. Fausse histoire. Mais du coup, c'est vrai qu'à SEO High Level, ça t'a beaucoup débloqué par rapport au faire et enfin mettre en pratique principalement avec Paul Sanchez. C'est pas le SEO High Level, hein. C'est Paul Sanchez en tête à tête. Le SEO High Level, je l'ai fait 2 ou 3 ans après. Là, je me suis dit, il me faut une petite mise à jour. Mais non, le vrai déclic, c'était en tête à tête avec Paul Sanchez. Le SEO High Level, tu vois, c'est marrant parce que du coup, ils vont faire une session là prochainement. Je l'ai fait et j'étais très content de le faire et j'ai rencontré là-bas. Et je pense que c'est une des bonnes raisons aussi pour lesquelles y aller, c'est que j'ai rencontré un de mes anciens associés avec qui j'ai fait de très belles choses. Et voilà, ça permet d'être en connexion avec des gens qui ont à peu près le même spirit. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a Paul en tête à tête et le SEO High Level où on va avoir plusieurs intervenants, où on va voir une palette de choses un peu plus élargie. Mais en fait, c'est deux choses radicalement différentes. En fait, c'est pas compliqué. Si vous prenez Paul en tête à tête, vous avez Paul à 100% et avec sa vision des choses et puis son côté pratique, moi, que j'aime bien. Et puis le SEO High Level où vous allez avoir une vision beaucoup plus globale. Et c'est différent. Mais c'est bien aussi. Ouais, tu me fais presque regretter. À un moment, j'étais en recherche de taf et je cherchais une agence et j'avais fait un entretien avec justement Paul Sanchez. Et j'avais été pris, mais j'ai refusé parce que je savais au fond de moi que j'allais pas rester longtemps à ce poste-là et que je voulais bosser seul. Et du coup, je voulais pas la faire à l'envers à Paul. Et bon, ça a été un bon choix pour ça, je pense. Mais d'un point de vue technique, j'ai loupé des choses. Ouais, c'est vrai, le mec est très pratique. Et si on revient en arrière, du coup, tu disais que tu avais ton blog à l'époque, il y a eu ton passage donc 1-1 avec Paul Sanchez. Et c'est quoi ton premier business? C'est à quel moment que tu t'es vraiment lancé entre guillemets en ligne? À quel moment tu as eu ce déclic-là? Alors, en fait, quand j'ai fait la formation avec Paul Sanchez, j'étais salarié dans une boîte qui vendait justement des mutuelles avec des téléopératrices, etc. Et mais en parallèle de ce job-là, j'avais quand même j'avais lancé ma première boutique en ligne. Voilà, donc tu vois, je m'étais bouffé tout ce qui traitait du SEO de manière un petit peu basique et standard. Ça fonctionnait déjà. Donc voilà, j'avais les salaires et puis je gagnais de l'argent quand même avec ma petite boutique. Et donc ensuite, avec donc je travaillais dans cette boîte de mutuelle et j'ai eu voilà, pour rendre hommage aussi à mon patron qui a eu la foi et qui m'a payé cette formation avec Paul. À l'époque, j'aurais pas pu. Et après, alors bien sûr, le côté technique m'a, comment dire, voilà, savoir que je pouvais en gros déboîter sur Google à l'époque, en tout cas facilement, ça m'a un peu ouvert les ailes. Ce qui m'a permis ensuite de vraiment, alors c'est fou parce que c'est un mec qui est assez controversé dans la communauté SEO, mais un mec qui m'a vraiment ouvert les yeux de ouf, c'est alors pareil en 2012, c'est Olivier Roland. Olivier Roland, donc voilà, tu vois qui c'est, hein, qui est blogueur pro, je crois que c'est sa formation. Alors c'est pas, je n'ai rien appris fondamentalement dans sa formation, qui en plus au demeurant n'était pas donné, mais bon. C'est une bonne formation pour quelqu'un qui débute et surtout ça m'a permis de voir dans cette communauté que des gens qui à nouveau étaient bien plus mauvais, tu vois, je mets des grosses guillemets à ça, que moi sur tout ce qui était technique, arrivaient à faire de l'argent juste en disant des choses, en montant un blog, en ayant un propos intéressant, en capturant les mails, en relançant des emails, en lançant des produits. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait, je veux dire ça n'a rien de technique, mais en fait c'est ça monter une communauté et arriver à gagner de l'argent avec une communauté. En fait ça n'a rien de technique, c'est juste de l'humain finalement.
Et voilà, le mec m'a ouvert les yeux par rapport à ça parce que je voyais des chiffres tomber, des gens qui partaient de la communauté, hein, qui débutaient. Hein. D'ailleurs, j'ai vu débuter, pour l'anecdote, Maxence Rigotier. Tu vois, c'était rigolo parce que à l'époque où je l'ai vu démarrer, bah, finalement, il gagnait pas une thune, mais je savais qu'il allait gagner de l'argent. Le mec était toujours tout feu tout flamme, je veux dire à fond, quoi, tu vois. Et le mec, enfin, il y en a beaucoup enfin beaucoup, un certain nombre qui, voilà, en étant assez bidon techniquement, arrivaient à faire des belles choses. Et tu vois, ça m'a rendu un peu humble, quoi. Je me suis recentré et voilà, lui m'a débloqué aussi vraiment à ce niveau-là. Et si tu peux résumer cette partie-là, en gros, tu as vu que tu n'avais pas besoin forcément d'être fou techniquement pour réussir ou pour faire de l'argent. Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette partie-là? Déjà, le simple fait d'accepter de mettre une pop-up sur son blog pour capter le mail. Je connais pas un SEO qui va te conseiller de mettre ça en place, parce que ça fait tout de suite vendeur de tapis. La vérité, c'est que tous ceux qui sont en dehors de la communauté des SEO n'ont pas cette perception. Et dans tous les cas, voilà, si tu mets ta pop-up avec un appel à l'action sympa, bah, t'es à, je sais pas, entre 10 et 15% de capture de lead. Si tu ne la mets pas et que tu ne veux pas agresser ton audience, entre guillemets, hein, il n'y a pas d'agression là-dedans, bah, tu tombes à, je sais pas, moi, entre 3 et 5%. Donc, en fait, tu vois, c'est des petits déblocages mentaux comme ça qui me font comprendre. Tu vois, à un moment donné, il y a l'idéologie et il y a ce qui fonctionne de manière pragmatique. Tu vois, de même que de mettre un chronomètre sur une page de vente, ça change une page de vente en fait. Ça change tout un chiffre d'affaires. Moi, je pourrais te raconter vite fait l'histoire. Tu vois, ça faisait 1 an que j'avais ma chaîne mon salaire en site, donc je faisais des petites vidéos, tout content, tout bien et tout. Les gens appréciaient. Et donc bon, au bout d'1 an, je me dis, tiens, peut-être ce serait. Je demande aux gens, est-ce que vous voulez que je sorte une formation? Et les gens étaient vraiment enthousiastes et tout. Et donc bon bah moi je sors ma petite page de vente. J'avais pas tourné la formation. J'ai jamais tourné une formation avant de l'avoir vendue. Et donc je fais une petite page de vente et je dis aux gars, bon bah ça y est, maintenant allez-y, foncez. Vous avez la chance, la chance de pouvoir suivre la formation. Et je crois qu'au moment où j'ai lancé, alors j'avais une audience qui était un peu plus petite, hein, j'ai dû faire une vente. Et je me suis dit, bon, tiens, quand même, c'est fou. Bon, si c'est autant de travail pour ça, bon, je veux dire, je fais des vidéos enfin voilà. En gros, j'arrête de vouloir faire des formations, quoi. Et donc j'ai juste renvoyé un email en disant aux gens, bon bah écoutez, il vous reste 48 heures pour commander. Il vous reste 48 heures, puis après je ferme les portes. Et là, je suis passé de 1 vente à 30 ventes. Et tu vois, je me suis dit, putain, c'est fou l'effet que peut avoir un chronomètre sur le passage à l'action. Et de là, si tu veux, après, j'ai déroulé tous les aspects marketing un petit peu qui pouvaient fonctionner. Non, c'est clair. Et si on revient sur ce que tu as dit tout à l'heure, que les SEO en général n'aiment pas vendre, c'est vrai que la plupart du temps, le business SEO, c'est quoi? C'est se positionner, être derrière son ordi, tu parles à personne. Ta page, c'est ta page qui est la première dans Google, c'est pas toi, c'est elle qui fait la vente et toi t'es vraiment en retrait, tu vois. Mais si il y a pas vraiment beaucoup de SEO qui vont chercher à convertir mieux avec des meilleurs CTA, avec un pop-up, tu vois, que ce soit qu'en affiliation, tu vois, avec un pop-up, à changer l'emplacement des boutons, à mettre un call to action dans la sidebar, etc. La plupart du temps, tu regardes les MFA, en tout cas, c'est un tableau en début. Et t'as pas beaucoup de call to action qui vont pousser à la vente. Et toi, ce que tu es en train de parler, bah, c'est copywriting et tout l'aspect psychologique de la vente où tu as le chronomètre, du coup, tu as 48 heures, il te reste 7 heures pour acheter, tout ce qui est upsell, etc. C'est un truc qu'on parle pas du tout en SEO. Et tout cet aspect-là, marketing d'un site, parce que c'est pas qu'une page, un call to action et t'espères vendre en fait. C'est tout un business. Ton site, c'est un business et chaque page de ton site est un business différent, parce que tu vas parler de produits différents. Et c'est vrai que c'est important de le mettre en avant. Et j'ai vu dans ta dernière conférence que t'en parlais pas mal, quoi. Et tu vois, tout le côté pricing, tout le côté capture d'email, c'est ultra intéressant et ultra important. Et on en parle pas assez, je pense. Ouais, ça change radicalement la donne. Et bon, après,
Je pense que un SEO enfin, tu vois, qui à un moment donné juste sorti de sa bulle et constate ce que dans d'autres sphères, que ce soit dans le media buy ou de manière plus générale des gens qui sont plus orientés marketing, quand ils constatent avec le peu de trafic qu'ils ont, les chiffres qu'ils font, en règle générale, il y a un déclic qui se produit, tu vois. Alors il peut y avoir un peu de mépris au début, tu vois, un peu défensif, en mode c'est un vendeur de tapis. Mais si tu vas un petit peu plus loin et que tu es honnête avec toi-même, juste tu te rends compte que t'es un mauvais vendeur. Et le mec, enfin t'es un mauvais vendeur, tu ne donnes pas envie. Et puis de toute façon, il n'y a pas que donner envie, c'est qu'il faut se rappeler au bon souvenir des gens. Enfin quelqu'un que tu ne sollicites pas plusieurs fois, c'est rare de toute façon qu'ils viennent acheter chez toi. Et voilà, même si tu vends un super produit, hein, parce que moi j'estime que mes formations sorties en 2015, 2016, tu vois, voilà, je sortais des bonnes formations. Mais bonne ou pas bonne, en fait, on s'en fout. Le problème, si tu veux, c'est que de toute façon, les gens ne savent qu'elle est bonne que quand ils sont dedans. C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que t'as beau sortir un truc génial, si les personnes ne passent le pas, tu vas pas avoir grand monde, mis à part quelques gars perdus ou ta grand-mère et tes copains, quoi. Donc voilà. Non, c'est vrai que la qualité du produit, ça va pas faire si tu vends plus ou non. En tout cas, dès le début. Après, le bouche à oreille, ça va énormément fonctionner si ton produit est bien. Et toi, ton produit était très bien et j'en entends encore parler tous les jours, tu vois, de tes formations. Et du coup, une fois que tu as le produit, tu as un produit de qualité et que tu sais comment attirer les personnes vers ton produit et t'es sûr et certain que le produit va leur plaire, tout est fait. Mais au début, il faut attirer toutes ces personnes. Et il y en a beaucoup qui le font pas. Et comme tu dis, ça peut être juste mettre un panier et pas une page de vente, par exemple. Si tu mets juste un panier vers ta formation et il n'y a pas de page de vente, tu vas jamais vendre ta formation. Parce qu'il faut amener la personne à comprendre ce que tu as fait, enfin pourquoi tu as fait cette formation, comment elle va l'aider, où ça va l'amener, quelle technique il va apprendre dans la formation. Et si tu fais pas ça, tu loupes tout, quoi. Et il y en a beaucoup qui le font pas. Mais surtout que, enfin, à un moment donné, le mec, tu lui demandes d'être, tu vois, de rentrer en religion, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu lui demandes de claquer entre 1000 et 2000 euros. Bon, à un moment, enfin, il faut quand même à un moment donné donner envie. Enfin, je veux dire, tu peux pas, sur un malentendu, faire un ajout au panier puis te dire, allez, j'y vais, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'arrive que rarement. Voilà. Tu vois, de même que les paiements mensualisés, au début, je le faisais pas. Mais bon, force est de constater que ça permet à beaucoup de gens de passer à l'action. Après, j'ai toujours été ultra flex, hein, un mec qui, bon, il faut être lucide. De toute façon, un mec qui, tu vois, tu fais une mensualité en 10 fois et un mec qui arrête de payer au bout de la troisième, qu'est-ce que tu fais de toute façon? Tu vas rien faire. Donc j'ai toujours été assez flex par rapport à ça. Je pars du principe que 30% de ce que j'ai vendu, de toute façon, ce sera jamais encaissé. Donc ça permet à beaucoup de gens de passer à l'action et voilà, ça change aussi la donne de ton chiffre derrière. Et c'est pas forcément des gens qui se mettent en délicatesse. Quelqu'un qui prend en 10 fois, alors forcément c'est quelqu'un qui a un peu moins de moyens, mais le nombre de personnes qui finalement avaient peu de moyens et qui ont réussi à se lancer, hein, sans devenir riches, mais juste à vivre de leur activité, il y en a beaucoup. Donc faut pas croire qu'en fait il y a rien de méprisant à aller gratter les fonds de tiroir. Ça permet aussi, de l'autre côté, à plein de gens qui n'auraient pas pu, de finalement suivre la formation dans de bonnes conditions. Ouais. Tu sais, t'as tout le temps ces gars là sur Twitter, ces gourous qui te disent il vaut mieux avoir du high ticket, comme ça tu te débarrasses de tous ceux qui tu vois qui sont chiants, qui vont pas payer le prix. Je dis ok, c'est bien beau de penser comme ça d'un aspect business, mais quand même il y a des gens qui n'ont pas forcément des moyens de dingue et qui ont envie aussi de se lancer, tu vois. Et le fait, comme tu dis, de leur donner l'opportunité, en général c'est ceux qui ont le plus la dalle. En plus ces personnes-là qui n'ont pas forcément les moyens de payer ta formation, ils vont rentrer et ça va être une question de vie ou de mort. Ils veulent que cette formation soit rentable, tu vois. Donc, faut leur donner accès avec des paiements plusieurs fois ou peu importe. Mais c'est marrant ce que tu disais sur les paiements. Tu as les paiements en 10 fois qui sont pas payés jusqu'à la fin. C'est marrant que les personnes en fait pensent que c'est normal, alors que c'est comme si tu allais chez Apple et t'achètes un iPhone en 10 fois et au bout de 3 fois tu dis non, c'est bon, j'arrête de payer. Et t'as le produit quand même derrière, tu vois, tu dois le payer, mais il y a beaucoup plus de légèreté. J'ai fait mon deuil en fait, si tu veux, par rapport à ça. J'ai fait mon deuil, c'est-à-dire que au bout d'une semaine, moi, ma formation elle passait sous le manteau.
Et tu vois, ça m'a un petit peu chagriné au début. Je me suis dit comment je vais les niquer sur l'adresse IP. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Parce que j'avais une démarche assez honnête, tu vois. Je voulais vraiment monter une communauté propre, etc. Et puis être dans une relation de confiance. Bon, après, si tu veux, l'humain et la masse, en règle générale, font que statistiquement, tu as toujours des dérives. Et franchement, maintenant, bon, bah voilà, tu vois, bon, en plus la formation elle est à 19,90 € par mois maintenant sur YouTube. Le mec qui veut va l'apprendre gratuitement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, tu peux pas lutter contre ça. Et j'ai une petite fierté, c'est pendant un moment, pendant un certain temps, je sais pas si c'est encore le cas, sur YGTorrent, le site de téléchargement là de streaming. Eh bien, j'avais une de mes formations qui était en top téléchargement. Tu vois. Et en plus, les mecs, ils commentaient en dessous, ils disaient c'est une bonne formation. Et ouais, mais tu l'as eu gratuitement. Mais c'est pas grave, écoute, c'est comme ça. J'ai arrêté de lutter en fait. Voilà. Et puis, le fait de payer, si tu veux. Ouais. Et puis, le fait de payer, les gens non en direct. Si tu veux, il y a une relation qui est différente. Forcément, celui qui n'a pas payé, si tu veux, vient pas demander du SAV. Quoi. Voilà. Enfin, je ne crois pas. Ouais, c'est clair. Et ça t'a apporté quoi cette formation, toi? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Beaucoup de contacts et beaucoup de gens avec qui j'ai gardé de très bons liens. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire des formations. C'est parce que finalement, je me suis fait beaucoup d'amis et peut-être un peu trop, si tu veux. C'est que comme je suis pas dans une démarche, tu vois, détachée des gens qui prennent ma formation. J'ai jamais eu de closer ou de service après-vente à proprement parler. Il y a juste eu dans mon parcours Adrien avec qui je me suis associé, qui du coup ensuite m'a aidé. Mais j'ai jamais été détaché des gens qui me suivaient. Et du coup, le SAV c'est moi. Et quand vous avez quelqu'un au téléphone, c'est moi. Et du coup, bon bah mécaniquement, j'ai créé des liens avec un certain nombre d'anciens membres. Et puis voilà, ça prend beaucoup de place. Hein. D'ailleurs encore aujourd'hui en fait. Hein. Mais si tu veux, c'est plus du domaine de la relation amicale que de la relation formateur-formé, quoi. Ok. Et là, du coup, tu as ta formation qui est toujours disponible, mais à 19,90 par mois. Donc, tu as des personnes qui peuvent toujours entrer dans ta formation. Mais toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien? C'est quoi le quotidien de Mon Salaire en Slip? Si tu veux, alors bon, je travaille beaucoup, mais qu'est-ce que c'est le quotidien? Ben, j'ai toujours la plateforme ecomlinks.fr où donc je vends du backlink sur abonnement. Donc bon, voilà, il y a la gestion malgré tout de cette plateforme avec Adrien. Il y a la partie aller chercher des nouveaux clients qui prend un petit peu de temps. Ça me permet aussi si tu veux, je pense que c'est aussi important quand les gens cherchent à s'enseigner dans quelque chose. C'est que voilà, j'ai un produit, Ecomlinks, je vais m'en servir pour apprendre le cold mailing. Je vais m'en servir pour faire de la publicité, enfin pour apprendre à faire de la publicité sur AdWords ou sur du Facebook ou quoi. Donc tu vois, je m'amuse avec Ecomlinks. Voilà, j'ai un produit, il faut que je fasse rentrer du monde dessus. Eh ben, voilà, le cold mailing, tu vois, c'est un truc duquel je suis complètement détaché. Enfin, à la base, moi, quand je voulais envoyer de l'email en masse, eh bien, j'envoyais vraiment en masse. Là, il y a un mec qui m'a prouvé par A plus B qu'en faisant les choses proprement et en targetant ces cibles, on pouvait, en envoyant entre 50 et 100 mails par jour, avoir des résultats sympas. Donc, tu vois, j'ai pas mal été là-dessus ces derniers temps. Voilà, après, j'ai toujours mes e-commerce, j'ai toujours de l'affiliation, j'ai un livre qui tourne sur Amazon. Enfin, tu vois, j'ai pas mal de trucs en périphérique, mais qui sont là depuis longtemps, quoi. Mm-hmm. Ok. Et quand tu dis, enfin, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, que tu as ton produit et comme Links et tu t'entraînes dessus. C'est un peu ce que je fais aussi au quotidien. Tu vois, tu vas chercher des tunnels de vente, des cold emailing. J'ai pas encore fait. La seule fois où j'ai utilisé, c'était pour faire de l'outreach et essayer de choper des mails, tu vois, façon des mails, des liens façon white hat. Mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le cold emailing. Toi, t'as appris ça comment? Par une personne ou tu t'es débrouillé un peu tout seul? Tout seul. Alors, si tu veux, le cold mailing, c'est un truc que j'ai souvent essayé et souvent raté. Mais je connaissais des gens qui avaient du succès là-dedans quand même, hein, à commencer par Sébastien Tissier, très très bon là-dedans. Mais bon, c'est pareil en fait, je le regardais de loin, je savais que ça fonctionnait pour lui, mais j'avais pas été, tu vois, suffisamment impliqué dedans. Et le mec qui m'a un peu débloqué par rapport à ça, c'est Jérôme Rossa. Alors je sais pas si tu connais. Franchement, c'est un mec qui avait pris la formation justement, qui a eu des super résultats en SEO.
Il a arrêté le SEO. Il s'est lancé, donc il a fait une vente, justement avec Kevin Jourdan, il me semble, à plus de 100 000 euros. Et juste derrière ça, il s'est lancé sur le cold mailing. Et lui, il a des résultats de port, hein, clairement, en étant prestataire pour le coup, et en en ayant un intéressement, mais a vraiment des résultats incroyables, quoi. Et c'est beau le cold mailing parce que finalement, tu peux, il suffit que, tu packages une offre, ou tu travailles pour quelqu'un, hein, et en fait, c'est activable tout de suite. C'est même activable plus vite que la publicité. Et ça n'a rien à voir en termes de coût par rapport à la publicité. Donc, si c'est bien fait, ça marche vraiment très très bien. Je pense que voilà, il faut bien mener son truc, mais il y a encore vraiment de la place par rapport à ça. Et je pense que, enfin, tu vois, même si Jérôme en parlerait beaucoup mieux que moi, ça c'est un truc que j'ai pu constater, et y compris quand on fait de la masse et quand on envoie plusieurs centaines de milliers de mails par jour. Le plus important, c'est le deuxième email. C'est jamais le premier. C'est-à-dire que le premier, les gens sont assez insensibles. Le deuxième, où tu leur dis, je comprends pas, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez pas répondu, même si c'est 100% automatisé, le mec va se poser la question. Et du coup, on a des tas de réponses et voilà. Donc le deuxième mail est vraiment plus important que le premier. Je sais pas ce que tu utilises comme outil, mais c'est vrai que nous, on utilisait Lemlist, qui est toujours là. D'ailleurs, c'est un outil français. Et le deuxième mail, c'était toujours, comme tu dis, il y avait un taux d'ouverture énorme, parce que t'as zéro lien, rien. C'est genre une phrase, hello, je voulais juste savoir si t'avais eu le temps d'ouvrir l'email ou quoi que ce soit. Et on avait un troisième mail, et on envoyait un gif du chapeauté. Non, une image du chapeauté avec ses petits yeux doux. Et celui-ci, il fonctionnait tout le temps. C'était vraiment le troisième mail pour relancer à chaque fois, et ça fonctionnait tout le temps. Donc ouais, ça c'est des techniques. Tu sais pas, tu peux envoyer des milliers de mails, et si tu fais pas une relance automatique, t'auras jamais d'ouverture, tu vois. Clairement, clairement. À la fin, il faut essayer par la pitié. Hein. De toute façon, il faut y aller par tous les côtés. Hein. Et l'Emlist est très bien. L'Emlist est très bien au niveau de l'utilisation. C'est peut-être ce qu'il y a de plus agréable. J'ai testé Emilia il y a pas très longtemps. C'est simple et efficace. Tu vas en ligne droite. Alors il n'y a pas la petite fioriture que tu as sur l'Emlist, du genre sur l'Emlist. Ce qui est intéressant, c'est que sur des images, tu peux plugger du watermark. Après, tu peux le faire avec des outils tiers, et ça, c'était assez sympa. Et pour le spam vraiment violent, pas ciblé, t'as GSA qui fonctionne très bien. GSA Contact Generator. Vraiment un outil qui est sous-coté parce que il n'envoie la plus rien. Voilà. Mais par contre, tu ne traques absolument rien. Tu ne traques rien du tout, mais t'arroses. Et voilà, c'est bien. C'est intéressant. J'ai eu des bons résultats avec ça. Alors après, la masse fait que des fois, tu te retrouves avec l'alcoolique de ton quartier au téléphone. J'ai eu des trucs, j'ai eu des médiums, j'ai eu des routiers qui s'ennuyaient au volant de leur camion, qui me racontaient leur vie. Donc t'as vraiment tu vois, t'as la terre entière qui t'appelle. T'as beaucoup de déchets. C'est un peu le problème de la masse. Mais je leur disais, mais pourquoi vous m'appelez? Et puis il me dit, je sais pas, j'ai reçu un email, alors je vous ai appelé. Bon, donc voilà, c'est les inconvénients de la masse, mais voilà, ça fonctionne en fait. Ok. Est-ce que ça rejoint un peu ton idée, dans le sens où tu as fait du Black Hat et aujourd'hui tu te concentres plus dans le long terme, c'est ça? Un projet long terme. Ouais. C'est peut-être aussi l'âge, ouais. J'allais te poser la question pourquoi, et ta réponse c'est l'âge, c'est ça? Je sais pas, en fait, tout ce qui est Black Hat, ça m'a fatigué. La vérité, j'ai adoré ça, hein, j'ai adoré ça, et c'est ce qui m'a fait aimer le SEO, parce que moi, il n'y aurait pas eu de Black Hat, honnêtement, je pense que j'aurais jamais accroché. Tu vois, c'est le côté, voilà, être plus malin que les autres, y aller plus fort que les autres, pour moins cher que les autres, plus vite que les autres, et c'est ça qui m'a plu, en fait. Et donc voilà. Mais le Black Hat, malgré tout, ça, enfin, en tout cas dans mon historique à moi, hein, ça n'a été que des coups, tu vois, qui ont parfois été vraiment sympa, vraiment en termes de résultats, et en termes d'ego, tu vois, pour ta compétence, tu te dis putain, je suis pas con quand même et tout, tu fais des trucs sympas. Mais de ça, il ne reste absolument rien en fait. Voilà, tu vois, aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est des trucs qui ont été montés de manière plus ou moins clean. Donc pour l'éveil et pour le spirit, je pense que c'est très important, Black Hat. Tu vois, pour l'excitation. En fait, je pense que dans Black Hat, tu retrouves un peu l'excitation que tu peux avoir en Media Buy. Des fois, en fait, t'as l'impression que tu vas jouer, tu vois, à la roulette. Souvent, tu ne gagnes rien, rien du tout, mais quand tu gagnes, tu peux gagner vite et beaucoup. Et voilà. Donc j'ai toujours, comment dire, tu vois,
j'adore toujours entendre des histoires par rapport à ça ou voir les nouvelles astuces qui sortent, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Même si avec Discover et l'intelligence artificielle, t'as une nouvelle vague de choses qui se lancent, mais voilà, non, je préfère monter mes petits trucs tranquillou, tu vois, un peu en mode Jean-Jacques, tranquille. Je sais que ça va tenir et c'est confortable. Ah, ça, c'est qui? C'est Kevin Richard qui en parlait dans le podcast d'avant où il disait que c'était le Black Hat, c'est un braquage où tu vas braquer une banque, mais après t'as l'argent, mais tu vas pas braquer toutes les semaines, tu vois. C'est pas un truc que tu peux faire de façon récurrente. Et il faut savoir comment gérer cet argent et comment l'investir sur le long terme. Et avoir, je pense, un projet un peu plus white hat, un peu plus long-termiste, ça aide énormément parce qu'au moins cet argent du Black Hat, tu peux le réinvestir dans un projet qui te tient à cœur et un projet à long terme. Et en plus, le Black Hat, honnêtement, encore une fois, de mon expérience, c'est une expérience qui, sur le long terme, est assez fatigante. C'est-à-dire que t'es toujours en, comment dire, t'es toujours un peu essoufflé, hein, t'es toujours un peu en bout, enfin, comment dire, t'es toujours un peu sur un fil, et c'est un peu fatigant, en fait. Voilà, moi, j'ai eu une année où je crois que j'ai fait péter, donc en 365 jours, j'ai fait péter 500 noms de domaines. Et ça impliquait du coup de surveiller. Enfin, tu vois, les sites pétaient très très vite et rapportaient beaucoup, mais pétaient très vite. Vraiment, c'était une expérience de ouf. Mais du coup, t'étais tout le temps obligé d'être derrière ton écran pour voir si le nom de domaine avait pété ou était en train de péter. Tu avais des signes annonciateurs. Et tout de suite après, relancer un domaine, ça repétait, t'en relançais un, t'essayais de comprendre pourquoi il avait pété. Bah en fait, tu croyais avoir trouvé, mais tu te rends compte qu'en fait, t'avais rien compris. Et en fait, si tu veux, finalement, tu fais de l'argent sur un malentendu. Tu vois, mais il y a rien de... voilà, il y avait rien de serein là-dedans. J'ai eu des comptes sur Amazon qui ont pété, mes comptes AdSense sont pétés. J'ai eu des problèmes avec des régies d'affiliation. Non pas parce que les clics n'étaient pas légitimes, hein, les clics étaient parfaitement légitimes, mais ils appréciaient pas la manière dont les sites grimpaient. Donc voilà, très enrichissant, mais un peu fatigant, quoi. Ouais. Donc Fred aujourd'hui, il est plus long-termiste, c'est ça? C'est ça, ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Tranquille. Ouais. C'est beau. Et tu penses quoi de cette vague qui est arrivée avec David, notamment Black Hat? Je sais que tu as commandé sa vidéo. Tu as commenté sa vidéo. Qu'est-ce que tu penses de cette armée qu'il est en train de faire? J'en pense que c'est comment dire, ça peut. Alors moi, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué de se prononcer là-dessus. Je suis pas. En fait, il est en train de niquer, il est en train d'accélérer quelque chose qui est inévitable. De toute façon, avec l'intelligence artificielle et la démocratisation de l'automatisation, ce vers quoi on va, de toute façon, c'est quelque chose pour moi de radicalement différent de ce qui existe actuellement. Et David est en train d'accélérer le processus. Et il vaut mieux, il vaut mieux être au creux de la vague, hein, c'est vrai. Après, voilà, voilà, ce qu'il propose, de toute façon, c'est évident que ça fonctionne. Maintenant, ça va parasiter quand même. En fait, le truc, c'est que David peut-être fait les choses d'une manière, sa communauté proche, il fait peut-être à sa sauce aussi. Sa communauté élargie, j'en suis moins sûr. Et de toute façon, tout ce qu'il donne, ça va transpirer, et à terme, bon, ben, écoute, l'automatisation va être pleinement démocratisée et du coup, ça va un peu dégueulasser le web quand même, hein, je veux dire, c'est inévitable, hein. Au même titre que quand des outils de bouillasse sont sortis, alors il en existe historiquement des très vieux, mais t'as Romain Pirotte qui a démocratisé ça quand il a lancé sa formation. Bon, ben, t'as eu une vague où ça a paniqué le web, hein, mais ça a démocratisé la chose. Et donc, après, voilà, il se passe quelque chose en tout cas. Voilà. Peut-être que j'aurais été un petit peu moins démocratique. Voilà. J'aurais peut-être, tu vois, essayé de faire ça un petit peu plus en petit comité, mais voilà. Après, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de tensions, hein, entre les anciens SEO et David. Bon, ben voilà. Après, c'est Twitter, c'est comme ça. Ah, c'est marrant. Il y a une grande guerre qui se lance. Et toi, du coup, tu disais que tu aurais fait ça en plus petit comité.
toi, tu as dit que tu étais passé par Paul Sanchez, donc qui t'a débloqué, après une autre personne qui t'a débloqué aussi du côté un peu plus marketing. Toi, tu as avancé seul ou tu avais une petite équipe avec toi et un petit groupe de potes qui avançaient dans le même sens? Alors, en fait, ouais, non, j'ai toujours eu 3-4 contacts directs. Si tu veux, enfin, je faisais partie des communautés, hein, donc j'étais sur Code SEO, j'étais sur Script SEO, voilà, essentiellement, en fait. Moi, ma veille, je la faisais là. Et après, j'ai toujours eu, voilà, les 4-5 vraiment potes proches avec qui, là, on échangeait de manière, tu vois la fameuse astuce du vendredi soir, voilà, tu l'as partagée à ton collègue, mais en petit comité toujours. Après, quand j'ai sorti des formations, quand j'ai sorti mes formations, j'ai toujours été transparent. Après, j'ai toujours fait gaffe à pas tomber dans le côté, si tu veux, où ça peut devenir un peu sale. Voilà. Après, les gens, en fait, de toujours pareil, hein, les gens font ce qu'ils veulent après de ce qu'ils ont entre les mains. Et voilà, j'ai toujours tenté de rester sur un fil qui n'était pas, tu vois, de pas mettre un filtre qui bloque les gens, mais à la fois de pas dépasser une certaine limite, tout du moins, en tout cas, pas l'encourager. Après, les gens font ce qu'ils veulent, et c'est bien un petit peu je pense que le problème dans toutes les formations où tu parles de Black Hat, c'est que il y a ce que tu dis en tant que formateur et tu le dis aussi pour te couvrir, et puis après il y a ce que la masse va faire, qui n'a absolument rien à voir avec peut-être le propos que tu as tenu. Enfin, t'es pas un gourou en fait, hein, les gens ne t'obéissent pas. Voilà. T'as pas réussi ça? À faire obéir tout le monde? Non, mais j'ai eu des petites expériences, si tu veux, au moment où j'ai lancé mes formations, tu vois, où je me suis dit, bon, ok, on peut pas faire confiance à tout le monde. Au début, j'étais vraiment en mode, bon, les gars, allez là, maintenant, vous m'avez fait confiance, on va être une petite équipe soudée, et vraiment, tu vois, en mode 100% confiance. Et puis, t'as toujours 2 ou 3 abrutis qui t'expliquent la vie, enfin, comment dire, qui te font comprendre que ça va être compliqué de mener ta barque comme ça. Donc voilà, enfin, tu vois, il suffit de dire aux gens de montrer un cas concret pour expliquer, tu vois, pour qu'ils se permettent, pour leur permettre de se lancer sur une niche. Donc, tu vas choisir une thématique. Les mecs dans la vidéo, tu leur dis, bon, bah, c'est qu'un exemple, ne vous lancez pas sur cette thématique. Tu peux être sûr que tu vas en avoir 10% qui vont se lancer sur la même thématique. Tu vois, des petites choses comme ça qui te font dire, bon, tu vois, t'es pas un gourou, quoi, en fait. T'as été un produit que les gens ont acheté, et basta, en fait. Je veux dire, et je leur jette pas la pierre, hein, je veux dire, tu vois, comme ça. Hein. Non. Non, c'est sûr, ça arrive et c'est comme tout dépend le nombre que t'as. Je sais pas, il suffit que t'aies 500 personnes ou 1000 personnes dans ta formation, c'est un village, tu vois. Et dans ton village, tu peux pas contrôler tout le monde. Tu auras toujours ce gars bizarre dans le village que personne comprend, et ce gars-là, il est dans ta formation aussi, tu vois. Donc tu peux pas avoir un œil sur tout le monde. Forcément, si tu partages des techniques puissantes et que tu leur dis de faire attention, de pas l'utiliser pour faire des choses mauvaises, t'en as tout le temps qui vont sauter là-dedans, quoi. Mais même à plus forte raison, si tu leur dis de pas le faire, si tu veux. Parce qu'en fait, il va toujours avoir cette petite excitation, tu vois, du jeune de 18-19 ans qui, à un moment donné, a envie d'y aller, tu vois, en mode requin, et c'est normal. Bon, si le mec lui dit de pas le faire parce que ça risque de trop lui rapporter, bon, bah, il met les 2 pieds dedans, tu vois. Je veux dire, c'est juste humain, en fait, hein. Non, c'est clair. C'est clair. Et toi, c'était beaucoup axé dropshipping au début. Dropshipping affiliation, mais ta base, c'est plus dropshipping SEO, non? Bah, en fait, c'est marrant parce que la plupart des SEO pensent ça, si tu veux. Mais j'ai collé le mot dropshipping à SEO uniquement pour que des gens autres que les SEO aient un intérêt à acheter ma formation. Si tu veux, vraiment, je suis loin d'être le meilleur en sourcing, tu vois, ou enfin à tout ce qui va avoir attrait au process du dropshipping. En fait, je suis même pas très bon là-dedans. Moi, la valeur ajoutée de ce que je donne dans la formation, c'est vraiment la partie SEO, tu vois. Donc, ça a vraiment été un argument commercial, en fait, voilà, pour permettre aux gens de passer le cap. De toute façon, tu peux pas dire aux gens devenez indépendant financièrement en devenant SEO. Enfin, c'est mentir. Ou alors tu vends une formation pour devenir prestataire. Le seul moyen de gagner de l'argent à un moment donné, c'est de coller quelque chose derrière. Et bon, à ce moment-là, c'est du drop ou de l'affiliation ou
voilà, de la vente de leads, enfin, tu vois, qu'importe. Mais il fallait bien coller quelque chose derrière, en fait. Et pour moi, le drop, bon, me semblait, c'est ce que je faisais aussi déjà depuis plusieurs années, me semblait être le plus simple. Mais j'aurais pu mettre affiliation. Et tu vois, d'ailleurs, la formation d'après, j'ai mis affiliation SEO, quoi. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose. C'est marrant ce que tu dis, c'est que quand je faisais ma recherche de mots-clés, tu vois, même pour mon site, tu as le mot blog que peu de personnes utilisent en SEO. Et en fait, tu as tout un univers de blogueurs sur Internet et les mots-clés autour de blog sont hyper recherchés, tu vois. Comment créer un blog, comment monétiser un blog, mais le mot blog est très, très rarement utilisé en SEO. Et ça, c'est un truc comme dropshipping que tu aurais pu ajouter. Mais tu sais, ouais, voilà, mais tu sais, dropshipping et SEO, même, comment dire, bon, le dropshipping, j'en ai toujours fait, même avant de faire du SEO. Du coup, si tu veux, j'ai jamais eu de mépris pour ça. Mais, il y a un mépris, en fait, dès que tu mets dropshipping, il y a quand même un mépris on va dire, de cette logistique, parce que ça ne reste qu'une logistique, de la part des puristes, hein. C'est juste con, en fait, parce que, en règle générale, il suffit que tu parles en tête à tête avec le mec pour qu'il comprenne qu'en fait, il y a rien de c'est pas parce que tu parles de dropshipping qu'il y a une escroquerie derrière, en fait, c'est complètement con. Mais c'est un fait établi, si tu veux. T'es bien vu quand tu tapes sur les dropshippers, au même titre que t'es bien vu quand tu tapes sur je sais pas moi, sur un mec qui a fait un tunnel de vente ou qui fait un webinar enregistré, tu vois. Je l'ai jamais fait, mais je veux dire, je ne juge pas. Voilà. De toute façon, plus tu t'approches du mot argent, Et oui, plus tu te fais taper dessus. C'est très vrai. C'est plus tu parles d'argent, je fais de l'argent, ou alors le dropshipping, bah oui, c'est tu fais beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de CA en tout cas, pas forcément de bénéfices. Mais tu vois, tunnel de vente, c'est pour faire plus d'argent. Les CTA, c'est pour faire plus d'argent. C'est ça en fait. Et plus tu t'approches de ces mots-clés-là, plus les gens sont agressifs, parce que forcément, si tu parles de SEO technique, c'est beau. Oui, voilà. Ouais, tu veux simplement monter dans Google, c'est beau, c'est technique, les gens adorent ça. Mais dès que tu parles d'argent, c'est compliqué. C'est ça. Mais je pense qu'il y a une espèce de frustration quand même, parce que on va pas se leurrer. Enfin, moi, je connais pas de enfin, à un moment donné, quand tu fais du SEO, c'est pour être premier et c'est pour te la raconter, tu vois. C'est comme ça. Enfin, je pense. Il y a une petite frustration, et vraiment, il y a une frustration chez certains SEO. Voilà, et qui parfois est légitime, si tu veux. En fait, c'est rassurant de se dire que finalement, si en tant que SEO je gagne pas d'argent, c'est pas parce que je suis mauvais, ce qui fondamentalement est vrai, c'est parce que l'autre c'est un escroc. Et c'est beaucoup plus facile de se dire ça que de se dire que finalement, peut-être qu'on sait pas monétiser son audience. Hein. Et j'en ai longtemps fait partie, hein, pour le coup. Et encore aujourd'hui, je suis pas un champion là-dedans, mais je me soigne. C'est vrai que c'était marrant. Bah, David avait sorti une phrase comme ça aussi, et t'avais pas mal de SEO techniques qui avaient commenté, et même après quand on parlait sur Twitter, je me sens vraiment visé dans cette phrase-là. Et c'est vrai, il y a des monstres en France, et ouais, point de vue monétisation, il faudrait accélérer les choses, quoi. Mais bon. Ce qui est vraiment dommage, moi, c'est un truc qui me dépasse, c'est que du coup, première formation, en fait, la première fois que j'ai lancé ma formation, je me suis dit, putain, faut vite que je la sorte quand même. Donc 2015, faut vite que je la sorte parce qu'il y a un SEO, il va sortir une formation, là, c'est sûr. Il y a tellement de jambons. Il y en a un qui va sortir une chaîne YouTube et qui va envoyer une formation avant que j'envoie la mienne. Et bon, je sors ma formation, personne. Pour Zenoposter, la même. Je me dis, putain, faut vraiment que je sorte vite ma formation parce que Zenoposter, il y a de plus en plus de gens qui connaissent. C'était en 2016, je crois. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent. Il faut vite que je sorte ma formation. Et puis finalement, entre ma formation et celle qui est venue après et qui a commencé à faire parler d'elle, il a dû s'écouler peut-être 3-4 ans, quoi. Et tu vois, encore aujourd'hui, le nombre de SEO très très bons, vraiment des têtes d'affiche de la twittosphère, avec qui j'échange, et puis les mecs, ça fait 3 ans qu'ils ont pour projet de sortir une formation, et en plus je les encourage à sortir une formation, parce que voilà, des fois, je trouve que c'est des gens qui auront un propos qui est vraiment intéressant. Et ça ne se produit jamais. Et je pense que c'est parce qu'il y a c'est pas compliqué de sortir une formation. Finalement, tu te poses devant ton écran, tu expliques ce que tu fais et tu apportes de la valeur ajoutée aux gens et ça se passe bien. Mais il y a un blocage qui fait que finalement, tu as très très peu de gens qui passent à l'action et parfois des gens qui auraient des choses, qui en ont envie, qui auraient des choses intéressantes à dire, mais qui, par peur du jugement peut-être, ne se lancent pas. Voilà, c'est dommage pour tout le monde, hein, pour eux, parce que ça marcherait bien et puis pour les gens. Hein. Moi, il y a des SEO, donc j'aimerais bien acheter une formation.
C'est marrant, c'est qu'une fois que tu as les pieds dans les formations, tu vois, la dernière fois, je cherchais une technique sur un sujet en particulier. Je trouve un gars, il a une chaîne YouTube, des vidéos ultra intéressantes. Je vais sur son site pour rechercher une formation et il en a pas. Et j'étais là, putain, je t'achèterai une formation maintenant, tu vois, pour si tu m'expliques, parce que j'ai pas envie de passer par ton agence ou quoi que ce soit. Mais des fois, ouais, bien sûr, ça aiderait énormément de personnes. Mais il y a un truc, je pense, euh, qui est flagrant, c'est que le mot formateur, il est quand même pas très bien vu en France, tu vois. Et je l'ai dit, il me semble déjà, mais tu vois, c'est beaucoup mieux de ranker sur des pilules pour hommes et de faire de l'argent avec ça et d'en parler sur Twitter et tout le monde va t'applaudir que faire une formation, aider des gosses à se lancer, aider des gars à se lancer, à faire un petit peu d'argent sur le côté, avoir une meilleure vie, etc. Ça, c'est mal vu, tu vois. Et je trouve ça quand même dingue parce que tu vas vendre des pilules pour maigrir ou quoi que ce soit. Tu fais 15 000 balles par mois, tout le monde va t'applaudir sur Twitter. Alors que tu vends un produit qui ne fonctionne même pas, tu vois, au final. Mais si tu fais un truc propre où tu aides vraiment les gens. Mais je sais pas pourquoi, hein. Qu'est-ce qui explique finalement cette mauvaise image des formateurs parce que, tu vois, tout à l'heure, je parlais d'Olivier Roland. Bon, fondamentalement, c'est un mec sur lequel beaucoup de SO ont craché dessus. Un peu moins maintenant. Mais bon, avait du mépris pour sa formation et ce mec. Alors fondamentalement, la formation était bonne. Et il y a pas mal de formations comme ça. Alors c'est peut-être pas toujours les meilleures du monde, tu vois. Enfin, je veux dire, peut-être que t'es un petit peu déçu parfois. Bon, quand même, on va pas se leurrer. Attends, je me reprends. Il y a quand même beaucoup de dope en fait. Mais bon, il y a quand même des formations qui valent le coup. Non, mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, si je réfléchis un petit peu à toutes les formations qu'on m'a transmis, parfois quand même. Voilà. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que les SEO ne laissent pas la chance au produit quand même. Voilà. Mais il y a quand même pas mal de daubes. Hein, voilà. T'en tires toujours quelque chose, mais parfois pour 1000 balles, t'en attends un petit peu plus. Et c'est vrai que mais tout le monde n'est pas fait pour... t'as des gens qui sont très bons dans l'exécution, qui sont très mauvais formateurs. T'as des gens qui sont un petit peu moins bons et qui savent transmettre un savoir. Voilà, hein. C'est compliqué. Et puis t'as des gens qui vendent du rêve. Voilà. Quand tu dis qu'il y a de la daube, c'est toujours pareil. Quand tu disais, t'as les gens dans la formation, tu vas leur apprendre quelque chose de bien et ils vont faire quelque chose de mal avec, tu vois. Là, c'est un peu pareil. T'as le côté formation, infoproduit, bien sûr, tu fais des grosses marges. Donc, ça attire des personnes qui veulent faire de la formation leur business model sans avoir les compétences. Donc là, tu vois, tu prends juste Twitter, hein. Il y a des tonnes de gamins qui se lancent, qui montent le compte Twitter et ils vont te lancer une formation sur le copywriting ou sur peu importe sans avoir d'expérience, en copiant une autre formation ou quoi que ce soit. Et ça nuit à fond sur l'image des formateurs, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais un mec, il m'avait copié, il m'avait pompé le dropshipping de A à Z. À l'époque, c'était pas le dropshipping Manyslip. Le con, il s'était foutu sur Udemy. Il avait pris exactement ma formation. Il avait tourné avec sa tête. Il avait quand même mis sa tête. Et non, mais bon, après, ouais, non, non, mais il y a beaucoup de daubes. Hein. Alors, comment éviter les daubes tu vois, peut-être comment éviter les daubes, c'est compliqué. C'est pas simple. Par recommandation. C'est marrant, j'ai envie de faire un contenu comme ça, mais pour moi, éviter les daubes, c'est lancer un label de formation. Ah, certains ont essayé. Tu vois, parce que il y a un moment où il faut demander des screenshots vidéo, avoir un appel avec le gars. Ok, montre-moi par vidéo tes comptes Amazon Premium, Amazon Partenaire. Montre-moi tes sites de dropshipping. Et ok, toi t'as de l'expérience, t'as fait de l'argent avec. Tu peux faire cette formation, tu vois, ou peu importe, mais ça ferait du bien, je pense. C'est vrai, ouais, ça peut être une manière de faire, hein, parce que sinon il n'y a pas trop d'autres méthodes. Après, bon, quand même, fiez-vous à ce que les gens donnent en gratuit avant d'acheter leur formation payante. Ça peut déjà être un bon indicateur, en tout cas, de ce que le mec peut vous apporter. Si à chaque vidéo gratuite, il vous apprend quelque chose, bon, malgré tout, ça démontre une expertise. C'est pas parce que quelqu'un va se filmer devant une piscine et sa Ferrari et ses 3 putes que fondamentalement, il est forcément apte à vous apprendre quoi que ce soit. En fait, voilà. C'est marrant. Tu vois qui c'est Andrew Tate? Cobra Tate. Andrew Tate. Alors c'est marrant parce que j'en ai entendu parler hier, je crois, dans une vidéo de Jean-Marie Corda. Je connaissais pas ce mec. Hein. Et je connais toujours pas d'ailleurs. En gros, c'est un gars qui a explosé sur les réseaux sociaux et qui a été banni, mais en mode explosion énorme, tu vois, aux États-Unis.
Et lui, en fait, il a la Hustler University. Et c'est une formation donc avec abonnement où tu rentres et t'apprends à gagner de l'argent, à investir ton argent, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte que lui, toute son image, c'est ça. C'est en gros, vous êtes dans la Matrix, je vais vous apprendre à sortir de la Matrix, les médias sont mauvais, etc., etc. Toutes ces images, c'est cigares, jet privé, machin, machin. Donc les gens, ils achètent l'image. Sauf que lui, il parle pas du contenu. Il te dit pas comment faire de l'argent, tu vois. Il va parler des grosses idées globales, mais il parle pas de comment faire de l'argent. J'ai cliqué sur le lien hier, je suis allé sur la page, et la page de vente fait peur. Quand il t'explique comment tu vas faire de l'argent et comment tu vas investir, par exemple, l'investissement, c'est crypto et actions. Faire de l'argent, c'est freelance. Il met le mot freelance, tu vois, sans dire ce que tu vas faire, etc. Et je suis persuadé que le contenu, il est pété, quoi. Mais les gens achètent et la plupart des gens dans le monde vont acheter parce qu'ils achètent l'image. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, ouais. Alors, si tu veux, ce qui nous protège, alors, normalement, un SEO normalement constitué, je pense que ce qui le protège, c'est, moi, jamais j'aurais acheté une formation à un mec qui en gratuit n'était pas en train de mettre l'étoile un petit peu dans l'œil, tu vois. C'est-à-dire, oh putain, pas con, tu vois, le truc, pas con, cette astuce là, putain, j'aurais pas pensé. Et je pense que la communauté des SEO dont je fais partie est suffisamment crochue pour ne pas être réceptive à ce genre d'appât, tu vois, piscine, pute et cocaïne. Voilà. Après, bon, en fait, la vérité, par contre, aussi, hein, quand même, la piscine et tout le reste, c'est ce qui rapporte le plus d'argent quand tu vends des formations. C'est juste évident. Après, ça draine aussi un certain nombre de haters et tu dors un peu moins bien la nuit. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là parce que finalement, j'ai toujours eu, comme je te le disais, plutôt une vision technique. D'ailleurs, je ne disais pas aux gens combien fondamentalement ils allaient gagner, même si je mettais la notion quand même de gain, sinon les gens n'achètent pas. Mais plus, voilà, je leur expliquais comment entre guillemets, voilà, être meilleur que leurs concurrents en fonction de la niche. Tu vois, je leur démontrais par A plus B que oui, c'était possible et qu'ils n'étaient pas plus cons que les autres. Voilà. Après, t'as des gens ensuite qui restent qui ne décollent pas, hein, parce que pour plein de raisons. Et puis après, tu as des gens qui, par contre, décollent de ouf et ne restent pas forcément dans le SEO. Hein. Plein de gens qui ensuite ont bifurqué vers, tu vois, qui ont fait leur hasard en SEO, qui ensuite ont bifurqué vers le media buy ou l'influence ou je sais pas. C'est un très bon début. Moi, je trouve que c'est un énorme business modèle pour commencer, parce que ça demande pas beaucoup d'investissement. Tu te lances, tu peux te faire la main, t'apprends des compétences, créer un site WordPress, faire du netlinking, faire de la rédaction. C'est des trucs que tu peux revendre facilement en freelance, tu vois. Donc, c'est un bon accès au business en ligne. Et après, tu pars dans le sens que tu veux, peu importe ce que tu fais. Si tu pars, ouais, comme tu dis, dans notre direction. Et pour parler de business en ligne, toi, pour aujourd'hui, ce serait quoi ton conseil à une personne qui se lance dans n'importe quoi? Qu'est-ce que toi, avec ton expertise et ton ancienneté dans le domaine, c'est quoi aujourd'hui ce qui marche? Alors, ce qui marche. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Je pense que bon, le premier truc hein, pour pas lâcher. Bon, enfin, en tout cas, ça a été mon cas, c'est d'être passionné par son sujet, tu vois. Voilà, être passionné par ce que tu es en train de faire. Alors, tu peux prendre n'importe quelle thématique, que tu fasses du drop ou de l'affiliation. Enfin, la thématique, pour moi, importe pas beaucoup. Par contre, il faut être passionné par le process. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, tu dois être tout excité d'aller tous les jours sur Script SEO, trouver la dernière astuce, échanger, réseauter. Tu vois, tu dois avoir le feu sacré. C'est vraiment très important pour moi, ça. Le feu sacré, travailler 14 heures par jour, enfin parce que t'aimes ça en fait. Voilà, je pense que si t'as cette belle énergie au départ et que t'en fais pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'arrives quand même à te focus sur 1, 2, 3 petits projets comme ça, c'est obligé qu'il arrive, avec plus ou moins de résultats, hein, mais en tout cas, tu constateras que ça marche. Et après, tu vois, en fait, après c'est plus qu'une question de travail. De dérouler quoi hein, quand tu sais comment faire. Donc idéalement, enfin faites pas quelque chose que vous aimez pas. Typiquement voilà, si je pense que voilà la publicité ça n'a rien à voir avec le SEO. Prenez-en un des deux ou un autre axe et puis une fois que vous en avez trouvé un avec lequel vous avez des affinités, plongez les deux pieds dedans et restez-y jusqu'à voilà maîtriser vraiment bien votre truc.
Voilà, moi la passion, hein, idéalement faire ça par passion. Enfin par passion, quand je dis par passion, c'est la passion des process. Hein. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. C'est important, surtout au début. Même si moi je te cache pas le SEO, enfin fondamentalement, je veux dire, j'aime bien en parler, hein, mais je m'en suis un petit peu détaché, ça m'a un petit peu gonflé de faire vraiment, tu vas d'être dans la production, parce que tu vois, ben tu vas peut-être être d'accord avec moi. Enfin depuis 10 ans fondamentalement, mais à part l'intelligence artificielle qui vient de débarquer, Discover qui est assez sympa. Enfin, il n'y a pas grand chose de neuf sous le soleil en fait. Tu vois, donc j'ai plus cette petite excitation de me dire putain tiens là je vais faire un truc qui sort des sentiers battus. Euh, voilà, tu vois Non, c'est un peu plein de fioritures dans le sens où tu as toujours des nouveaux trucs qui arrivent, même l'intelligence artificielle, etc. Mais la base reste la même depuis le début. C'est du contenu et des liens et une bonne structure de site. Et en fait, si tu fais ça depuis 10 ans, 15 ans, ça fonctionne. Alors bien sûr, fallait changer la manière de faire des liens. Fallait faire des contenus plus qualitatifs. Mais si tu fais contenu, structure et liens, ça fonctionne. Et c'est pour ça que je te comprends dans le sens où à le moment ça devient de moins en moins excitant parce que le process est simple à la fin. Et en France, on essaye de complexifier les choses parce que justement avec tout ce partage technique de tous les jours, ça complexifie énormément alors que le process est ultra simple. Donc ouais. Mais clairement. Mais c'est bien en soirée pour réseauter quand tu veux briller et tout, c'est sympa et moi j'adore ça. Hein. Mais c'est pas ce qui te permet de manger à la fin de la journée. Ou peut-être voilà, en tant que prestataire, avant de signer client, bah tu peux le faire rêver en ayant tu vois, en sortant des sentiers battus au niveau de ton analyse. Mais fondamentalement après, quand tu vas te retrouver devant le site, bah qu'est-ce que tu vas faire? Du contenu et des liens. Donc voilà. Ouais. Et toi, tu fais toujours énormément de liens, c'est ça? Liens, oui. Alors plus liens que contenu. là, on fait les deux, hein, parce que si tu veux, je fais les deux. Maintenant, voilà, tu vois, ça doit remonter à il y a très longtemps. La dernière fois où j'ai moi-même écrit un contenu. Alors mes emails, je les écris toujours, tu vois. De toute façon, ils sont tellement perchés que voilà. Mais pour ma communauté, j'entends. Mais ça doit remonter à très longtemps. La dernière fois où j'ai moi-même écrit un contenu pour ranker dessus. Tu vois, aux petits oignons ou en mettre, enfin voilà, je sous-traite hein, ce genre de truc maintenant. Les liens, moi j'adorais ça de l'époque où je pouvais trouver voilà des empreintes qui me permettaient de blaster sur du dofollow. Voilà, c'était la belle époque et là il y avait un petit côté excitant, tu vois, ou alors aller trouver des liens que d'autres avaient enfin voilà, tu vois, un petit peu la chasse aux liens gratuit. Ça j'adorais ça. Mais voilà, maintenant je fais comme tout le monde. Hein, je veux dire, j'achète des liens, j'essaie de les acheter intelligemment ou je monte des réseaux de sites, mais tu vois, il y a même plus ce petit truc, voilà. Alors, tu peux toujours faire des liens gratuits, hein, bien sûr, mais c'est pas excitant comme avant. Voilà, avant, t'appuyais tu vois, tu créais ta liste, t'appuyais sur un bouton, tu savais que 3 jours après, il allait avoir un vrai impact sur ton site internet. Ouais, bah, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que ça s'est normalisé. C'est-à-dire que pour moi, on se rapproche de plus en plus du traditionnel. C'est-à-dire que de toute façon, à terme, enfin, tu vois, la visibilité coûte de plus en plus cher, mais même en SEO, finalement, tu vas avoir de la visibilité. Bon, ça passe depuis quelques années maintenant, ça passe nécessairement quand même par de l'achat de liens, sauf si c'est sur des trucs très particuliers. Ça passe par de la production de contenu quand même de qualité, même si voilà, il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Voilà, donc ça demande un petit peu plus d'argent qu'avant. Et petit à petit, voilà, on se normalise parce que ben la visibilité, tu vois, ne serait-ce que pour le e-commerce, je sais pas, moi je remonte à il y a quelques années, t'avais pas le bandeau Google Shopping qui prenait une place de ouf. Bon, bah maintenant, si tu veux de la visibilité là-dedans, bah voilà, il faut payer. Tu rejoins le marché traditionnel. Tu veux de la visibilité, tu payes. Si ton produit est suffisamment bon, si tu marches suffisamment bien, si tu sources suffisamment bien, tu peux continuer à avoir le droit d'exister. Par contre, si tu vends le même produit que tout le monde et que finalement tu n'as aucune plus-value par rapport aux autres, bon t'as moins de clics. C'est plus compliqué. Voilà. C'est sûr. Ok. Eh ben, écoute, merci pour ces réponses. Il y a une autre partie que je voulais aborder, c'est que tu es en Thaïlande depuis 2-3 ans. Qu'est-ce qui t'a fait bouger? T'as toujours bougé ou t'étais dans un autre pays avant ou t'étais en France? Non, alors moi non, j'ai jamais trop bougé moi. Hein. Donc j'étais à Nice pendant très longtemps. Ensuite j'ai eu mon fils et je me suis dit bon, ce serait bien de le mettre un peu plus au vert, tu vois, pour son karma. Et donc on est parti juste en dessous de Chamonix.
Très bien, formidable, région très jolie, etc. Mais tu vois, le premier jour, je suis arrivé, je me suis dit putain, elle est belle la montagne. Et puis au bout d'une semaine, je me suis dit putain, mais cette montagne, quand je vais crever, elle sera encore là, elle va pas bouger. Et moi, je me suis dit, ben, on peut pas rester là, quoi, tu vois, parce que bon, on travaille à la maison en plus, donc moi j'ai la même vue tous les jours. Je communique pas non plus avec, tu vois, je vais pas boire, je vais pas à la machine à café avec les collègues de travail, etc. Je me suis dit bon, ce serait quand même, c'est un côté un petit peu robot, tu vois, mécanique de ne pas bouger. Donc de là, on s'est dit bon bah, ma femme aussi travaille sur le web. Et du coup, on s'est dit bah, c'est complètement con de pas avoir des expériences de vie. C'est pour ça qu'on est parti en Thaïlande. Tu vois, on a hésité et puis on est parti en vacances en Thaïlande. On a bien aimé et du coup, on y est très bien, quoi. On avait hésité avec le Portugal. Malte, ça n'a jamais été une option parce que pour moi, je sais pas si je tiens une connerie ou pas, mais c'est mon sentiment. C'est pas un lieu, c'est pas un endroit où tu fais ta vie. C'est un endroit où tu passes un moment quand t'es expatrié. C'est mon sentiment. Mais après, c'est vrai que tu vois, David, c'est un parfait contre-exemple puisque je crois il a enfants et femmes là-bas et depuis plusieurs années. Mais en tout cas, moi, de l'image que j'en ai, enfin, tu vois, c'est pas un vrai pays. Enfin, tu vois, c'est très sympa pour Malte. Mais voilà, tu vois, voilà, c'est pas, c'est autre chose. Après, ça a plein d'avantages. T'es pas loin de la France, c'est très bien. Mais voilà. Non, je te rejoins. Après, moi, j'ai jamais été à Malte, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais de ce que j'ai entendu dessus, c'est vrai que c'est beaucoup, tout se passe dans une petite ville. Tu vois, si t'es pas à cet endroit-là dans la ville, il y a rien. Et je pense que ça devient un grand village à la fin. Et je sais pas si c'est vraiment un endroit où tu peux vivre à vie. Mais après, Portugal, ça peut être pas mal, j'avoue. Mais la Thaïlande, c'est quand même, bah, si tu voulais ne plus voir la montagne à Chamonix, c'était une bonne idée et un bon dépaysement, je pense, de partir là-bas. Alors j'ai la petite montagne à Chiang Mai, tu vois, elle est petite. Mais non, mais Chiang Mai c'est bien, tu vois, en niveau familial. Bangkok, il y a beaucoup trop d'énergie. J'adore cette ville, mais avec un petit, c'est très compliqué, c'est too much. Koh Samui, pour moi, enfin c'est un lieu de vacances, c'est pas un lieu de vie, c'est pareil, c'est sympa, mais voilà. Euh, Chiang Mai, je trouve que ça réunit, c'est assez familial en fait, Chiang Mai. Voilà, tu vois, t'as quand même de l'animation, c'est familial, bon, ça reste la Thaïlande, donc c'est calme sans être calme finalement quand t'es dans le centre, mais euh, ouais, bonne idée. Ça a toujours été l'endroit où je serais aujourd'hui si j'aimais pas le surf. Si j'avais pas besoin de l'eau, je pense que je serais à Chiang Mai. Ouais, parce que Chiang Mai, je trouve ça vraiment cool comme ville. C'est hyper sympa, pas trop grand, il y a beaucoup de trucs, les cafés sont cool, les restos sont cool. T'as toutes ces visites à Pai, c'est Pai, non, qui est pas loin, il me semble. Tu vois, donc ça c'est quand même intéressant. Et du coup, tu regrettes d'être allé en Thaïlande, c'est ça? Non, 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 mais jamais en fait. Hein. On n'a jamais regretté. Ben non, mais fondamentalement, enfin, quelqu'un qui gagne sa vie en ligne. Et tu vois, ça c'est aussi je pense une question de génération. Hein. Enfin les jeunes, c'est vraiment vieux quand je dis ça. Dès qu'ils gagnent leur vie maintenant, tu vois, en ligne, je sais pas, en fait, ils se posent pas de questions. Ils s'en vont. En fait, ça semble assez logique. Alors que, ben, de ma génération. Et c'est ce que j'ai commencé par faire moi en France, hein, c'est que bon bah l'idéal l'idéal de ma génération, c'était tu prends ta maison, ton chien, ton enfant et t'as un jardin et puis c'est bien. Il y a très peu de gens finalement, tu vois. Par contre, c'est vrai que il y a beaucoup de 20-25 ans sur Chiang Mai, énormément de nomades digital. Au-dessus, il y en a, hein, il y en a, mais c'est plus rare déjà. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois, sur Twitter, il me semble, si tu fais un petit peu le bilan de la communauté SEO, je ne vais pas te dire de conneries, mais il y en a très peu qui sont expatriés. Bon, non pas que ce soit une qualité, hein, mais c'est un constat. Finalement, les gens bougent pas trop. Sur Twitter, ouais, complètement. Honnêtement, je sais même pas. J'aurais une liste, je pense, de 10 personnes expatriées, peut-être. Principalement jeunes, parce que je pense à Romain, il y a Léo Poitevin qui est pas là, il y a Maximilien. Mais c'est vrai que, ouais. Ah oui, Maximilien, ouais. Ah, Maximilien, il est pas si jeune, hein, Maximilien. Maximilien, il commence à faire partie de la team des yeux, hein, quand même. C'est c'est ce que j'étais en train de penser quand j'ai dit ça. Je sais pas s'il est si jeune que ça, Maximilien.
Bah lui, c'est un vieux routard de la Thaïlande, hein. Mais lui, il est parti à une époque où personne n'y venait, hein, clairement, hein. Ouais. Bah après, tu as eu l'influence de pas mal de gens. Tu vois, moi, je sais que c'était à l'époque Peter Levels qui a un peu démocratisé, tu vois, le voyage, le digital nomadisme, mais en mode un peu plus luxe qu'avec un backpack. Et je pense que c'est un côté influence. Et t'avais, bah, tu vois, Kevin Jourdan aussi, qui était beaucoup là-dedans et qui a un peu divulgué le message. Mais c'est sûr qu'il y a des générations enfin la génération actuelle, elle se casse direct. Là, je rencontre des gars de 20, 21 ans là qui sont remplis les poches pendant le bull run en crypto, qui sont là. Il y a pas ils sont pas posés une seule question. C'est entreprise à l'étranger, c'est on prend l'avion, on voyage et ciao. Et ça c'est vraiment différent, ça c'est sûr. Ça a un côté malgré tout terrible, hein. Mais bon, après individuellement, voilà, autant profiter, profiter de la vie. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Euh, Tout le monde, ouais, dès que tu peux, tu t'en vas. C'est compliqué. Ouais. Et du coup, tu penses rester longtemps là-bas ou c'est juste une passe et tu rentres en France? Non, non, bah non. Enfin, après, si tu veux, je fais pas trop de plans à long terme. Enfin, a priori, ouais, non, on va rester longtemps là, notamment parce que, bah, du coup, mon fils, du coup, s'est acclimaté. Tu vois, on est arrivé ici, il avait 4 ans, et il s'est acclimaté au rythme de vie thaïlandais, tu vois. Donc, enfin, ça lui ferait très mal de retourner dans une école en France, je pense, hein, parce que honnêtement, je pense qu'il tape une dépression, quoi. Euh, donc, euh, donc ouais, non, c'est pas parti pour, honnêtement. Et puis le quotidien est quand même léger, tu vois. Tu peux, t'as pas de problème d'insécurité, comme tu le dis, tu peux manger occidental si tu le souhaites. Y a vraiment zéro souci. Et souvent même les restaurants sont meilleurs que les basiques en Occident. Tu vois, le meilleur pain au chocolat de ma vie, j'ai mangé en Thaïlande. Ouais, j'étais un peu humilié en fait, on m'a manqué de respect, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 13 000 kilomètres pour manger un bon pain au chocolat. Donc voilà, enfin il y a plein de raisons qui font que le quotidien est très bien ici. Après, Ça, c'est vraiment c'est un truc de dingue. C'est que bah, ici où je suis, là, à Bali, à Canggu, t'as des restos du monde entier. Donc, t'as des sushis, t'as peu importe ce que tu veux. Et t'as un truc qui s'appelle Mieux ce Spoon. Et c'est pareil, c'est un croissant, pain au chocolat. C'est les meilleurs croissants que j'ai jamais mangés. Et en fait, ici, pour rester, il faut être un très bon restaurant. Parce que si t'es pas très bon, t'as de la compétition de partout. Donc, tu pars vite. Et en fait, ici, bah, t'as la meilleure bouffe du monde entier. Parce que tu as ces restaurants-là, comme tu vois, Resto Français, etc. Et quand mes parents me demandaient, tu manges bien là-bas, t'en as pas marre de la bouffe locale, et on mange quasi jamais local, quoi, à la fin, parce que t'as énormément de trucs, quoi. Et je voulais... de toute façon, je veux dire, il y a qu'un touriste pour te dire oh mais on est en Thaïlande, c'est pas pour manger des pizzas, hein. C'est bien parce que t'es un touriste que tu dis ça. Ta gueule. Ouais. Non, c'est clair, tu peux pas manger de la locale tout le temps. C'est Non. comme je te disais de manger du coq au vin tous les jours, quoi. Tu vas pas faire ça. T'as besoin de pizza Ah ou de oui, ah oui, burger non, de ça temps n'a en pas de temps. sens. Bah oui. Ouais. Mm. Mais bah, du coup, il y a deux trucs. J'aimerais bien que tu répondes à une question que beaucoup de personnes se posent, notamment avec des localises que j'ai fait pour aider les personnes à s'expatrier. C'est à chaque fois qu'on met un endroit, que ce soit la Thaïlande, Bali ou un autre pays, c'est ouais, mais là-bas vous n'avez pas la sécurité sociale. Comment ça se passe pour les écoles? C'est quoi les hôpitaux, etc., etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Mm. Franchement, non, bah, enfin, bah, pour tout ce qui est hôpital, moi aussi j'avais cette crainte-là, hein. Et puis surtout avec un enfant en bas âge, on y a été 2, 3 fois déjà. C'est juste incroyable, hein. Juste pour l'anecdote, quand j'arrive à l'hôpital, une fois j'arrive à l'hôpital comme ça, puis il y a un Thaïlandais, il m'attend avec un parasol. Je me dis qu'est-ce qu'il fait ce Thaïlandais? Il a trop chaud. Et au final, il vient à côté, il vient me chercher à la voiture avec son parasol et je me dis encore rien. Qu'est-ce qu'il me veut, quoi. Et en fait, c'est parce qu'il pleuviotait des petites gouttes. Et le mec qui arrivait avec son parasol m'a accompagné de ma voiture jusqu'à l'entrée de l'hôpital. À l'entrée de l'hôpital m'attendait l'interprète qui ensuite voilà nous a accompagnés dans tout l'hôpital. Et donc en termes de qualité de soins, ça n'a rien à envier. Après, tu vois, à partir d'un petit seuil de revenus quand même, bien sûr, il vaut mieux être pauvre en France que pauvre en Thaïlande. Je veux dire, ça c'est inévitable. Enfin, c'est incomparable, je pense. Mais à partir d'un petit seuil, franchement, là, l'hôpital dans lequel on va, il est juste incroyable, hein. Enfin, je veux dire, voilà. En fait, si tu veux, c'est la France qui fait le tiers-monde à côté, en fait.
vraiment. Et c'est vrai que pour souligner ça, c'est plus tu restes dans un pays, tu vois, moi pareil, avant je venais quelques mois à Bali, je repartais, je pensais pas aller avoir un dentiste ou tu vois ces trucs-là, je les faisais en France. Et en fait, plus tu restes, tu vois, moi ça fait quasi 3 ans que je suis ici aussi, et plus tu commences à avoir besoin d'un dentiste, avoir besoin d'un médecin, avoir besoin d'un kiné, et plus tu te rends compte qu'en fait les services qu'il y a ici sont incroyables. Tu vois, comme tu dis, toi à l'hôpital. J'ai un dentiste ici qui coûte rien du tout. Il fait le même travail qu'en France. Pareil pour un kiné avec les mêmes outils, tu vois, les électrodes, etc. C'est tout pareil. Et une fois que tu vis vraiment dans l'endroit et que tu as besoin de tout ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas grande différence avec la France, quoi. Et quelque chose que tu as souligné, c'est l'insécurité aussi. Mais, Ah bah là, ça fait même bizarre en fait, si tu veux. Hein. Moi, au début, bon voilà, quand on rentrait dans la voiture, si tu veux, on fermait toutes les portières. Je dis à ma femme, attends, t'as mis le sac à main dans le coffre, ça s'agirait pas qu'on nous pète la vitre. Ah, tu vois, ouais, non, mais c'est incomparable en fait. Hein. Là, c'est vrai, tu peux même, je pense, une femme à 2 heures du matin péter comme un coin. En tout cas, dans le quartier dans lequel je suis, elle peut sortir. Je pense qu'il lui arrive, il lui arrive, il lui arrive rien, quoi. Hein. Et inversement, en France, à partir de 17 heures en plein hiver, en fonction de la où t'es, tu peux commencer déjà à prendre des risques. Ça, c'est vraiment il faut le vivre pour le croire. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Après, tu peux avoir des emboucanes avec des Thaïlandais, hein, je veux dire, ça peut arriver. Hein. Mais ça reboxait, mais. Ouais. Oh, moi, je le fais. Pas de problème. Je souris, et je dis pardon. Ouais. Non, c'est mal vu en plus, tu vois, tous ces trucs-là. Mais pour revenir à ça, c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui se rendent pas compte que, tu vois, il y a mes parents qui sont venus il y a pas longtemps et ma mère me dit. Je suis vraiment content de venir là et de voir en fait où tu vis et de voir à quel point c'est sécure, quoi. Tu vois, elle avait peur parce que voilà, je suis blanc, blond dans un pays étranger. Tu vois, il y a toujours ces a priori. Elle se rend compte que ici, tu laisses ton casque sur la moto, tu laisses tout sur ta moto, combien de fois on part avec la porte ouverte. T'as beaucoup moins cette pression autour de toi d'insécurité, encore plus pour les femmes, comme tu dis, tu vois, de rentrer, tu sais, on est dans des pays chauds, tu vois, et les femmes s'habillent comme elles veulent ici, et que ce soit des étrangères ou des locales, et elles vont jamais se faire embrouiller à la sortie d'une boîte ou peu importe, tu vois. Et ça, c'est une différence tellement énorme avec la France, mais beaucoup de personnes, ouais, s'en rendent pas compte. Bah, tu peux pas. Et de toute façon, je pense que c'est un système qui tient aussi parce que tu ne te rends pas compte. Et si tu te rendais compte que finalement, à partir d'un petit seuil de revenu malgré tout, quand même, c'est important à préciser que tu peux être mieux soigné en Thaïlande, t'as moins d'insécurité, que l'instruction pour tes enfants peut être de meilleure qualité, qu'en plus il fait chaud, que la bouffe est bonne. Je veux dire, tu vois, je pense qu'il y aurait une prise de conscience qui ferait qu'à un moment donné, peut-être, tu vois, qu'il y aurait une espèce d'électrochoc. Bon, en l'occurrence, ça ne se passe pas. Et peut-être que c'est pas plus mal comme ça. Mais c'est vrai que tous les gens c'est rassurant, en fait. Et moi, le premier, encore une fois, je bougeais pas beaucoup. Il y a un côté rassurant à se dire que la Thaïlande, c'est le tiers-monde. Comme ça, tu te dis, bon, en France, ça va pas trop, mais finalement, on n'est pas si mal quand même. Tu vois, ça permet de tenir. Ouais. C'est clair. Mais comme tu dis, tant mieux que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas encore compte, parce que ça nous laisse tranquille où on est. Mais tu as un tweet là qui est parti sur l'autre compte, justement, Délocalise, et qui est parti un peu en mode viral, 3000 retweets, etc. Et c'était sur, comme je te disais, voilà ce que tu peux avoir en Thaïlande ou à Bali, je sais plus à ce prix-là. Et les messages et les commentaires étaient complètement dingues. Combien de personnes sont loin de s'imaginer tout ça, tu vois. Et tant mieux que t'aies passé le cap et que tu sois où t'es aujourd'hui, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est au même titre que certains SEO, si tu veux, il y a un côté rassurant à penser que l'autre ment. Tu vois, à se dire non, mais en fait, c'est vraiment le tiers-monde de la Thaïlande. Ou ce marketeur là qui fait beaucoup d'argent, en fait, c'est un escroc. Il vient de magouiller ses chiffres sur son écran. Ça permet de rester cohérent avec soi-même et de se sentir bien dans sa peau, même si on est un peu aigri fondamentalement. Voilà. C'est beau comme phrase. Moi, je suis un poète, tu le sais. Ouais, je vois ça. Ouais. Tu vas sortir un livre aussi dans pas longtemps, je pense. Ah, peut-être. Ok, bah écoute Fred, merci beaucoup pour ton temps.
C'était vraiment cool de discuter avec toi et de te rencontrer aussi, parce que je te rencontre en même temps que tout le monde, parce qu'on s'est jamais parlé avant. Donc, je te souhaite beaucoup de réussite dans ce que tu vas faire plus tard, et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Ok. Merci, asynchrone. Passez une très bonne journée à tous. Et avant que j'oublie, où est-ce qu'on te retrouve, Fred? Ah, où est-ce qu'on me retrouve? Sur ma chaîne YouTube, hein, Mon salaire en slip, et sinon indirectement sur Ecomlinks. Voilà, si vous avez besoin de backlink, entrée moyenne gamme. Ok, voilà. Je vous laisserai regarder. Et profiter de sa petite formation à 19,90. Je dis petite par le prix, mais grande par le contenu. T'es un peu poète toi aussi, hein. T'as vu ça? Non, voilà, aller faire un tour sur sa page YouTube et un peu partout, et aller voir surtout tout le contenu que tu partages, parce que tu en partages depuis très longtemps. Ok. Bon, merci à toi, Fred. À bientôt. Ciao. Ciao.